Bienvenue. Alors, bienvenue effectivement à ce nouveau webinaire, un webinaire original puisque nous avons l'Institut Nutrition a choisi de le co-organiser avec Silver Fourchette. Alors, l'Institut Nutrition, alors moi qui vous parle et qui vais animer ce webinaire, je suis donc Anne Moreau, je suis la déléguée générale de l'Institut Nutrition, qui est la fondation d'entreprise de Restalliance. Et vous savez que l'une des vocations de l'Institut Nutrition, c'est de participer à décloisonner les savoir-faire et à faire se parler des mondes qui ne se croisent pas toujours dans la vie de tous les jours. Et donc, pour illustrer cet état d'esprit qui nous est cher, nous sommes allés... nous nous sommes rapprochés de Silver Fourchette. Silver Fourchette, c'est une structure qui appartient au groupe SOS. C'est en fait un programme de prévention à destination des personnes de plus de 60 ans. Un programme qui a vocation à promouvoir une alimentation plaisir et santé. Et donc, Silver Fourchette accompagne les seniors et tous ceux qui cuisinent à travers des actions ludiques et pédagogiques de type conférence ou atelier de cuisine. Voilà, pour permettre à ces personnes âgées de plus de 60 ans de bien se nourrir à travers la cuisine. Donc voilà, un webinaire co-organisé avec donc Institut Nutrition et Silver Fourchette. Tel que nous avons pensé cet événement et ce nouveau webinaire, donc il y a beaucoup de monde autour de la table. Donc moi je serai l'animatrice, mais vraiment les personnes à écouter aujourd'hui, c'est le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse qui va être représenté par Agnès Giboro, qui est directrice de recherche et qui dirige du coup ce centre de recherche de l'Institut et qui nous présentera le centre en introduction de son intervention. Bonjour et bienvenue Agnès. Céline Patois qui travaille dans votre équipe et qui est chargée de projet R&D au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Et ça sera vraiment tel qu'on a pensé l'événement sur revenir finalement sur ce que la science nous apprend de ce qui compte comme dans l'assiette pour l'individu et dans l'environnement du repas pour favoriser une prise alimentaire orientée sur le plaisir et donc qui favorise un état de santé le plus idéal possible. Et puis, ça, c'est la partie ce que la science nous apprend. Et puis après, on va faire se confronter ces apprentissages-là, ces connaissances-là, avec une expérience qui a lieu en Bretagne, au sein de la résidence Kersalic. Et nous aurons la chance d'écouter le témoignage de Corinne Antoine-Guillaume, qui nous parlera de son concept de bistronomie. Soyez la bienvenue. Bonjour, mais je suis aussi accompagnée de mon second de cuisine, Mathieu. Génial, et ben c'est formidable, soyez les bienvenus tous les deux, comme ça vraiment on a, donc voilà, donc l'enjeu c'est de pouvoir parler et échanger entre des personnes qui observent et qui mesurent et qui mettent le projecteur sur ces enjeux-là et ceux qui le vivent au quotidien dans les établissements, et donc c'est probablement le cas de la majeure partie de vous qui êtes connectés. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on a une grande majorité des personnes inscrites qui sont connectées. Donc, si vous voulez bien, Agnès, je peux vous laisser la main, je peux vous laisser projeter votre présentation et vous disposer de 35 à 40 minutes pour nous dire ce que la science nous apprend en matière de gastronomie et de restauration. Très bien, merci Anne et bonjour à tous. Donc, on va intervenir à deux voix donc avec Céline. Bonjour à tous. Piloter le diaporama que je te laisse mettre à l'écran. Allez. Donc, en attendant que les diapos s'affichent, l'Institut Paul Bocuse, vous connaissez, c'est une école, un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État de statut associatif. Nous formons des étudiants au métier de la cuisine, de la restauration, de l'hôtellerie, et au centre de recherche, nous formons des professionnels au niveau du doctorat dans l'objectif de mieux comprendre ce qu'est le plaisir de manger, puisque c'est ce qui nous motive tous, je pense, tous ceux qui sont autour de cette séance virtuelle, c'est comprendre les résidents, les mangeurs, aussi accompagner les professionnels pour que le repas soit bon, qu'il soit plaisant, qu'il soit bon à la santé, qu'il soit un moment positif. Donc, les diapos ont un peu du mal
à être partagé. Le test hier s'est bien passé. Voilà. Très bien. Et donc, notre programme de recherche est basé sur la coopération entre des recherches scientifiques académiques en psychologie, en sociologie, en nutrition, en sciences des aliments, et avec le dialogue avec les chefs cuisiniers. Donc, Céline, je te laisse. Alors, pour information, c'est moi qui projette du coup le PowerPoint. Du coup, vu que ça ne marchait pas, du coup, j'ai repris la main. Et par ailleurs, je crois que vous avez des problèmes de connexion. Donc, eh bien, ça y est, si ça a marché pour vous aussi finalement. Attendez, hop, je vais essayer de mettre ça comme principal. Comment ça se fait? Hop, je pense que voilà, je vais faire comme ça. Et voilà. Donc, du coup, c'est moi qui vais qui passe les slides visiblement. Désolée. Non, pas de problème. Alors, allons-y. Donc, moi, je vous présenterai quelques éléments en préambule. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, on parlera un peu de... oui, je peux repartir. Excusez-moi, Anne. Est-ce qu'on peut se mettre sur le plan? Voilà. Donc, le plan de la présentation, donc quelques mots pour expliquer comment on travaille et comment on apporte des données scientifiques qu'on va résumer et illustrer aujourd'hui avec un cadre théorique autour de cette question du jour, décliné ensuite en 3 éléments, les 3 éléments qui sont au cœur de l'expérience du repas, celui qui mange, ce qui est mangé ou bu et dans quel environnement le repas a lieu, avec ensuite une phrase de conclusion. Et on va faire cette intervention à 2 voix. Céline étant chargée de projets d'innovation auprès des professionnels de la cuisine, de la restauration, du service et elle a mené plusieurs projets auprès des personnes âgées avec ou sans dépendance. Et donc, elle illustrera nos propos d'exemples concrets. Merci. Un petit mot, Céline? Oui, du coup, en préambule sur le centre de recherche, donc Agnès en a parlé quelques secondes, mais on voulait vous parler plus en détail du centre de recherche. Donc, l'idée, c'est que l'Institut Paul Bocuse, donc c'est une école de management de l'hôtellerie et de la restauration. On accueille environ 1000 étudiants par an avec une 60aine de nationalités. Et au sein de cette école, donc, on a un centre de recherche dont l'ambition est de relever le défi d'une alimentation goûteuse, saine et durable pour répondre aux attentes des consommateurs. Et donc, tous les consommateurs, dont les personnes âgées dont on va parler aujourd'hui, et dans tous les contextes, dont notamment la restauration en EHPAD. Pour ça, on a différents professionnels qui s'articulent au sein de ce centre de recherche. Donc, on a des chercheurs en sciences de la nutrition, en sciences cognitives, en sciences sociales, en sciences de l'économie et marketing et en sciences des aliments. Au niveau de l'innovation, on a plusieurs chargés d'études, donc des personnes qui sont plutôt chargées d'études sur les comportements des professionnels, comme c'est mon cas. D'autres personnes qui vont être plutôt axées sur le comportement des consommateurs, d'autres sur l'analyse sensorielle et des diététiciens. Et enfin, ce qui est la force de l'Institut Paul Bocuse, c'est qu'on a à proximité des experts, donc des chefs de cuisine, des maîtres d'hôtel, des chefs pâtissiers, des chefs boulangers, qui vont nous apporter tout l'aspect gastronomie. Donc, la question du jour, c'est de vous apporter des éléments de connaissance du secteur de la gastronomie, donc on va dire représenté par les professionnels de la restauration en cuisine et en salle, et quelles connaissances on peut transférer à la restauration en EHPAD. Et pour cela, on se base sur des modèles théoriques qui décrivent l'expérience de repas. Donc, comme on peut le voir sur le schéma suivant, nous travaillons avec les aspects humains, les acteurs qui sont au cœur du repas, donc celui qui prépare
Alors, quand je dis celui, c'est celui ou celle, hein, mais je ne vais pas le dire à chaque fois parce que je trouve ça un peu lourd. Mais donc, c'est celui qui prépare le repas, qui commande tout ce qui se passe en cuisine. Alors, bien sûr, dans les institutions, il n'y a pas que le cuisinier, il y a tous les services achats et toute la chaîne qui fait que l'on conçoit des menus équilibrés, les diététiciens, et voilà, toute la chaîne d'acteurs. Mais donc, c'est ce qui se passe en cuisine et ce qui va être donc préparé et servi sur assiette. Il y a à l'autre bout de la chaîne, il y a le client, le mangeur, le résident si on n'en est pas, le patient si on est à l'hôpital, l'enfant si on est à l'école. Et puis, il y a le point clé du service, ça va être le serveur au restaurant, ça va être l'aide-soignant à l'hôpital, le personnel de soins ou de services dans les restaurants d'établissements de personnes âgées ou de cliniques. Et donc, les facteurs humains sont au cœur de cette relation, mais pas uniquement. L'aliment et la boisson présentée, ainsi que le contexte du repas. Donc ça, c'est le cadre qui vient du métier. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement le même cadre qu'on peut mettre en correspondance avec les sciences et les approches scientifiques, où on va travailler avec les sciences des aliments, donc comprendre la physico-chimie des préparations, mais également, bien sûr, la composition en macro et en micronutriments, qui doivent être pour répondre aux besoins et aux envies des individus. Donc, on va parler de physiologie en termes de besoins, mais aussi en termes de processus, de faim, d'appétit, de rassasiement, et les aspects psychologiques et sociologiques qui font que chaque individu a sa propre histoire, son propre goût et sa propre appétence pour consommer tel ou tel aliment. Et enfin, il y a beaucoup de recherches en sciences de la consommation, en marketing, mais également en sciences cognitives sur les effets de contexte, l'importance du nom, l'importance de la lumière, l'importance de la forme, etc. Donc, on a des champs scientifiques qui viennent illustrer ce qui se passe du point de vue de la gastronomie, et que je vais illustrer, qu'on va illustrer aujourd'hui, donc à travers de trois sous-parties dans l'exposé. Donc, intéressons-nous aux mangeurs principalement. Donc je l'ai rapidement dit en introduction, on va s'intéresser aux facteurs biologiques. Donc, on a notre propre matériel génétique qui se traduit par certaines capacités, sensibilités. On connaît, par exemple, en sciences sensorielles, des très grandes étendues de sensibilité à l'amertume, par exemple, des gens qui sont très sensibles à l'amertume, qui vont rejeter peut-être des produits amers, comme certains légumes, certains fruits. On a aussi des personnes qui sont très peu sensibles au sel ou au sucre, et donc qui vont avoir tendance à en ajouter pour avoir ces sensations. Donc ça, on a ces facteurs héréditaires. Mais on a également des facteurs liés à l'évolution en âge. Donc ça, c'est bien connu en termes de sensibilité sensorielle, et on vous donnera des exemples. Donc, on porte des lunettes à partir d'un certain âge, mais on a aussi besoin d'appareils auditifs. Et de la même manière, on a besoin de renforcer le goût et les odeurs des aliments, donc en interaction avec notre hérédité et notre âge, et bien sûr notre état de santé, qui fait qu'on va avoir plus ou moins de capacité à mastiquer, par exemple, ou à assimiler les nutriments. Donc, il y a la partie biologie. La partie psychologie, elle entre en jeu à plusieurs niveaux. Elle entre en jeu au niveau de la personnalité. Donc, il y a beaucoup de travaux en psychologie qui montrent que certaines personnes sont plus attirées par la nouveauté, par exemple, et donc, ou au contraire, qui craignent la nouveauté ou la peur du risque. Et donc, on a des traits de personnalité qui gèrent notre relation à l'alimentation.
chez les enfants, on parle de néophobie. Cette néophobie qui est le rejet des aliments nouveaux, que l'on retrouve avec l'âge, et on observe aussi une néophobie liée à l'âge. Ensuite, on a également des phénomènes d'anorexie, de perte d'appétit, on va dire. On connaît bien chez certaines populations jeunes, mais qu'on retrouve chez les personnes âgées. Cette anorexie mentale, elle est liée à notre personnalité, mais aussi à notre motivation, notre envie de se projeter. Et donc, ce sont des traits qui sont liés à chaque personne. Et ces traits biologiques et psychologiques sont en interaction constante avec l'environnement. Et donc, dès notre plus jeune âge et même dès la grossesse, dès la vie in utero, on interagit avec notre environnement et on se constitue un cadre de référence concernant l'alimentation. Donc, il y a les habitudes de l'individu, de sa famille, de son groupe social, de sa région et également ce qu'on peut nommer des contraintes qui font que, par exemple, quand on est en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, on a un environnement qui est choisi par d'autres et dans lequel on doit évoluer. Donc, tous ces facteurs sont gérés au niveau de la personne. Et on a besoin, pour produire un repas qui plaît et qui est consommé, de prendre en compte au maximum ces traits liés à l'individu. Donc, bien sûr, on ne peut pas personnaliser chaque assiette et chaque environnement, etc. Donc, c'est toujours le compromis entre les contraintes personnelles et collectives. Donc, on va vous montrer quelques exemples. Donc, ici, ce sont des résultats de travaux de recherche qui ont été menés à l'Institut Paul Bocuse en partenariat avec différents partenaires, différents collègues qui sont du secteur de la recherche académique, comme ici AgroParisTech, ou des partenaires des acteurs socio-économiques, comme ici le groupe Orpea. Donc ici, il s'agit de résultats extraits de la thèse de Virginie Pouillet. Pour illustrer cette variation entre individus, Virginie Pouillet a mené 80 entretiens individuels avec des personnes âgées en EHPAD pour recueillir leurs préférences pour les plats, pour différents plats. Donc le protocole, avec des petites cartes, comme des cartes à jouer sur lesquelles était inscrit le nom des plats, on demande à la personne de dire si elle aime un peu, beaucoup ou pas du tout. Si ensuite elle peut nous expliquer pourquoi elle aime ou elle n'aime pas tel ou tel plat. Et à partir de cette catégorisation et du vocabulaire, on a pu analyser les plats proposés, ce qu'on voit sur la diapo suivante. Donc, c'est ici, à l'aide d'une analyse multifactorielle, vous voyez comme le petit schéma en haut à droite vous l'explique, on a en haut de l'écran les plats qui sont les plus aimés et donc en bas ceux qui sont pas aimés, et à gauche de l'écran on a les plats qui sont connus et à droite ceux qui sont non connus. Et on voit apparaître donc des plats qui sont connus et qui sont aimés, et on retrouve les mêmes comportements que chez les jeunes enfants. Et en fait, tout au long de notre vie, en général, on aime ce que l'on connaît. Et donc, un des enjeux de la restauration de la famille, des parents pour les enfants ou des personnels soignants en EHPAD, c'est de faire en sorte de savoir ce qui est connu pour le rendre plus facile à être consommé, mais aussi de contribuer à faire connaître des plats. Donc, s'assurer que les mangeurs connaissent le plat qu'on sert, et parfois, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a les effets de génération. Ici, on avait un âge moyen de 80, 88, je ne sais plus. Donc, on a les plats à 88 ans que l'on connaît ne sont pas les plats que l'on connaît à 30 ou à 20 ans. Et donc, c'est à prendre en compte. On voit notamment sur cet exemple la moussaka ou le curry d'agneau à droite, qui sont fréquemment consommés en France par des jeunes adultes, on va dire, et qui ne sont pas connus, et donc qui vont être probablement
peu apprécié et peu consommé en EHPAD. Voilà, donc un élément, on va dire, socioculturel à prendre en compte. Diapo suivante. En analysant les critères d'explication des préférences, on retrouve donc cette notion de familiarité et donc liée à la mémoire collective, liée à la génération, liée à la région. Comme vous le savez, dans l'auditoire, quand vous avez des établissements dans différentes régions de France, on n'a pas les mêmes menus à Nice et à Lille. Et donc, quand on a un public varié, si on a des personnes qui ne sont pas de la région d'origine parce qu'ils se sont rapprochés de proches, bon, il faut aussi prendre en compte peut-être cette diversité. Et donc, ce qu'on a également vu dans ces matériels collectés, c'est les croyances qui sont importantes. Donc là, on est vraiment au niveau de la psychologie, notamment des croyances qui deviennent réelles. Hein. Par exemple, j'aime pas les plats épicés parce que j'ai du mal à digérer, ou voilà, donc ça c'est, ou j'aime pas les légumineuses ou les lentilles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être tellement ancrées dans les croyances qu'elles sont aussi réelles, et on a un vrai rejet de certains aliments. Voilà, donc tous les goûts sont dans la nature. C'est pas facile à personnaliser, mais c'est un vrai enjeu. On peut en effet passer à la prochaine diapo, donc où on parle des préférences au plan perceptif. Donc, j'en ai un peu parlé en introduction. Juste un rappel, le plaisir de consommer un plat passe par les 5 sens. Donc, et le premier des sens, c'est la vue. On va reconnaître l'aliment et on va l'accepter ou le rejeter. Et on peut aussi le mettre en valeur grâce à la vue. On vous montrera un exemple. Et ensuite, les saveurs, donc le sucré, salé, acide, amer, ce qui se passe sur la langue, comme les odeurs, le parfum, l'arôme, ce qu'on appelle le goût de l'épinard ou de haricots verts, de fraises ou de framboises qu'on détecte par le nez, ces saveurs et ces odeurs sont très sensibles au vieillissement, et donc on va avoir tendance à les renforcer, on vous montrera. Et également la texture, donc vous êtes tous aux commandes des plats mixés et des différentes tailles de morceaux qu'on peut se permettre de laisser, la dureté, la taille des morceaux en fonction des capacités de manipulation. Mais ça entre en jeu, bien sûr, dans le plaisir de manger, et donc essayer au maximum de garder une texture proche de ce qu'on a en mémoire. Et le bruit entre en jeu, notamment dans la texture. Donc un produit croustillant, une croûte, un contraste de texture est aussi très apprécié. Donc on gère ces stimulations. Diapo suivante. L'exemple ici, je vais le laisser Céline illustrer comment on a intégré ces différents aspects dans des guides pratiques. Merci Agnès. Oui, du coup, on se rend bien compte qu'il y a une forte variabilité entre les individus. Et du coup, ça nous semblait important de bien comprendre les particularités alimentaires des personnes âgées en tant que telles, et de diffuser cette information au maximum. Et donc, je vais vous parler de 2 projets qu'on a pu réaliser dans cet objectif-là. Le premier était en partenariat avec la Fondation d'entreprise Adrea, pour lesquels on a fait une revue de la littérature scientifique et grise pour bien comprendre les particularités alimentaires des personnes âgées. On a également fait des interviews avec des professionnels de santé et des aidants professionnels pour justement bien creuser ces aspects-là. Et toutes ces connaissances, on les a rédigées dans un guide pratique à destination des aidants, qu'ils soient professionnels ou particuliers, pour leur apporter justement toutes ces connaissances. Donc, dans ce guide, on parle du déficit sensoriel, donc le fait que avec l'âge, les personnes âgées vont perdre en capacité au niveau de l'odorat et du goût. On parle également de la perte d'appétit qui peut apparaître avec différents facteurs qui est lié. On parle également des troubles bucco-dentaires, donc les troubles de la mastication, les troubles de la déglutition, et tout ce qui va être troubles praxiques, donc la difficulté à appréhender les objets et notamment les couverts.
Lorsqu'on a fini ce projet de guide, on s'est rendu compte qu'il y avait des manques d'informations au niveau des aidants familiaux surtout. Et on a voulu creuser sur un second projet qu'on a fait en partenariat avec AG2R La Mondiale. Et donc pour ce projet-là, on s'est vraiment focalisé sur les aidants familiaux et sur leur relation avec les personnes âgées. Et donc on a fait plusieurs interviews avec ces aidants et on a travaillé avec un chef de cuisine et des diététiciens pour mettre en avant différents tutoriels, différentes astuces que les aidants familiaux pouvaient mettre en application. Et donc pour ça, on a créé 9 vidéos explicatives, donc 9 vidéos tutoriels sur différents sujets. Un premier sujet sur comment gagner du temps en cuisine, donc vraiment sur les aspects pratiques pour les aidants familiaux qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens de cuisiner. Un second sujet sur la texture des plats, donc tout ce qui va être texture mixée, texture en manger-main pour adapter les plats aux troubles bucco-dentaires et aux troubles praxiques, par exemple. Et aussi tout un sujet sur les aspects nutritionnels. Donc vraiment aider les aidants à mieux comprendre les besoins nutritionnels des personnes âgées. Merci. Donc, ces connaissances des individus nous permettent ensuite de travailler les recettes pour les rendre plus adaptées. C'est ce qu'on va voir maintenant dans ce qu'on appelle la perspective aliment. Donc, bien sûr, la recette elle-même, donc on l'a vu, choisir la recette qui est familière, mais ensuite, une même recette, on peut la faire de différentes manières. Donc, comment la réaliser pour qu'elle plaise au plus grand nombre, quels sont les ingrédients, comment on la prépare, comment on la conserve, comment on la réchauffe, voilà. Quelle est la recette qu'on a choisie, qu'est-ce qu'on met comme accompagnement, est-ce qu'il y a beaucoup de diversité dans l'assiette ou pas. Donc ça, c'est vraiment la production. Ensuite, il y a la façon de présenter le plat. Bon, on a un temps réduit, on a pris des exemples dans nos travaux, mais la littérature scientifique montre un très grand rôle de la forme et de la taille des plats. Par exemple, donc des collègues anglais ont fait une expérience avec un bol avec un trou, avec un tube qui remplit le bol de soupe au fur et à mesure qu'on le vide. Donc, avec ce type d'expérimentation, on voit que plus il y a de la soupe dans le bol, plus on le mange. Ça, c'est en condition de laboratoire et avec une population adulte. Cependant, à l'inverse, il y a également des travaux qui montrent que quand on a des assiettes très larges, où on a l'impression qu'il y en a beaucoup, ou alors la forme de l'assiette donne une information sur la quantité. Et donc, une assiette large donne plutôt l'information comme quoi il y a beaucoup de soupe, alors qu'un bol plus étroit réduit cette perception et on a l'impression qu'il y en a moins. Donc, c'est lié au contraste de forme. Donc, dans notre cas, pour les personnes en EHPAD, qui ont souvent un petit appétit, qui ne sont pas toujours motivés à manger, il vaut mieux privilégier des formes où on voit moins la quantité. Donc, voilà, donc travailler sur des formes plutôt resserrées, on va dire. Il y a également des impacts sur la couleur des assiettes et donc le fait d'avoir un contraste pour situer l'aliment est très utile. Ensuite, le dressage, comment on installe les différents éléments. Est-ce qu'on met aussi des contrastes de texture, de couleur pour donner envie. Et l'intitulé, donc comme on l'a vu tout à l'heure, pour donner envie de manger et reconnaître le plat. Et quand on ne le connaît pas, on peut l'accompagner avec une mise en scène particulière, comme vous le faites dans certains établissements, avec une semaine de voyage où il y a une exposition photo qui permet de dire, ben voilà, aujourd'hui, on va goûter un plat d'une région ou d'un pays qu'on ne connaît pas. Donc, ça permet de donner envie de manger, même si c'est naturellement pas le plat qui est consommé. Donc, quelques exemples sur cette thématique.
Donc, ici, un travail fait avec l'hôpital Bellinson à Tel Aviv et le professeur Singer. Donc, on a travaillé donc, en hôpital sur le dressage des plats, des assiettes, donc dans un système où on a une cuisine sur place dans cet hôpital avec une carte très limitée. Enfin, très limitée, c'était en service de médecine interne, donc les patients ne restent pas longtemps et suffisamment peu pour pouvoir choisir chaque jour dans une même carte. Donc, ce qui était pratique pour la partie cuisine, c'est qu'on a pu travailler sur une dizaine de plats et retravailler le dressage. Donc, le chef de l'hôpital est venu travailler avec notre équipe ici et donc chacun des plats a été travaillé en termes de présentation dans l'assiette. Vous voyez la disposition des pommes de terre, la quantité de sauce qui est plus réduite, le poivron qui est mis au cœur de l'assiette. Donc, un ajustement de ce type. Et on a mesuré auprès de 100 patients dans un groupe contrôlé et dans un groupe expérimental ce qui était consommé et le plaisir pris à manger. Pour ce qui était consommé, on a utilisé des photographies et on a mesuré avec une échelle en 5 points les quantités qui restent dans l'assiette. Et on voit ici que dans le groupe expérimental en rouge, les assiettes sont plutôt finies. Donc, il reste très peu de portions complètes. Et au contraire, on a 100%, vous voyez, 27% des assiettes où on a aucun reste dans l'assiette. Donc là, on a une significativité des différences de distribution. Donc, le plat expérimental avec le dressage retravaillé montre une plus grande consommation des aliments. Et sur la diapo suivante, on voit que cela s'accompagne également de l'appréciation. On voit que les plats retravaillés au niveau visuel sont plus goûteux, vraiment qui ont plus de goût et sont plus appréciés que les plats non travaillés. Une autre diapositive, un autre résultat que j'aime montrer ici, donc c'était ici dans le cadre de la thèse de Virginie Pouillet, ce qu'on observe chez les jeunes enfants et chez les adultes, en tout cas ici on l'observe chez des personnes, des résidents d'EHPAD avec 3 niveaux de troubles cognitifs. Donc vous avez les 3 couleurs. On a les MMS bas, donc le Mini Mental Scale, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, qui ont des troubles cognitifs intermédiaires et ceux qui ont des performances élevées sur l'échelle cognitive, donc qui n'ont pas de troubles cognitifs. Et dans tous les cas, on a une corrélation significative entre ce que l'on aime, que l'on consomme plus, et ce que l'on n'aime pas, que l'on consomme moins. Donc, le plaisir de manger, c'est aussi un critère de succès pour lutter contre la dénutrition, puisqu'on va mieux consommer ce que l'on aime. Et en termes d'application des performances sensorielles qui diminuent avec l'âge, on a pu ici tester le renforcement en flaveur, en goût. Donc la flaveur, c'est la combinaison de ce qu'on perçoit sur la langue, le sucré, le salé, l'acide, l'amer, l'umami, ce qu'on perçoit dans le nez, les épices, hein, le goût du poivre, le goût du citron, le goût de l'ail, le goût de l'huile d'olive, et aussi ce qu'on perçoit à l'aide du nerf trijumeau, donc qui est un nerf qui a des terminaisons dans la bouche et dans le nez, qui est sensible au piquant, donc la moutarde qui monte au nez, le poivre qui est pimenté, le piquant de l'ail. Donc l'ensemble de cette expérience en bouche, la flaveur, ici on l'a utilisé pour enrichir une recette plutôt fade. Ici c'est du caviar d'aubergine, donc
ça donne pas très envie de manger en termes de couleur. Hein. Si je refais le parallèle avec ce que je vous ai présenté avant, on pourrait faire mieux. Mais ici, on voulait travailler justement sur l'expérience en bouche et on a comparé 2 bouchées apéritives, une juste une purée d'aubergine non assaisonnée, ou peut-être, je me souviens pas, il y avait peut-être un peu de sel, et une enrichie avec du sel, du poivre, du citron et de l'huile d'olive, donc et de l'ail, je crois. Donc l'ensemble de l'expérience en bouche est plus forte, et on voit qu'il s'agisse de personnes, donc là les 3 couleurs sont les 3 groupes avec des faibles performances cognitives à très hautes, c'est-à-dire sans trouble cognitif à droite en bleu, et on voit que dans tous les cas, le nombre de bouchées qui a été consommé est plus fort quand le produit a été enrichi en goût. Donc, cela confirme à nouveau que même avec des troubles cognitifs, l'enrichissement en flaveur est positif pour consommer plus. Du coup, on a aussi travaillé sur les recettes pour qu'elles soient adaptées aux différents profils de personnes âgées qu'on a pu voir précédemment. Donc, on a fait ce travail sur différents projets avec notre chef de cuisine. Donc, dans le guide que je vous présentais en amont, on a également travaillé sur des recettes qui sont adaptées à différents profils de personnes âgées. Donc, on a fait des recettes qui sont enrichies en saveurs. Donc, on a vu que avec l'expérience de Virginie Pouillet, c'était des choses qui pouvaient être intéressantes de mettre en avant. Donc, on a fait 3 recettes enrichies en saveurs dans ce guide. On a également fait des recettes mixées pour qu'elles soient adaptées aux personnes qui ont des troubles de la mastication et des troubles de la déglutition, et également des recettes en manger-main. Donc, dans ce guide, il y a 9 recettes adaptées à différents profils, avec des recettes plus pour le quotidien et des recettes plus pour les moments festifs. On a également travaillé avec Panzani's Food Service sur de la création de recettes adaptées. Cette fois-ci, l'idée, c'était vraiment d'avoir des recettes qui soient enrichies en protéines et en calories, donc pour lutter contre la dénutrition des seniors. Et donc, on a créé différentes recettes de plats, entrées et desserts. Pareil, avec différents profils. Donc, il y a des recettes en manger-main, comme là, vous pouvez voir avec la bouchée de riz au lait, et des recettes mixées. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur la recette pour qu'elle réponde aux besoins et aux attentes des personnes âgées. Merci. Donc, dernier pilier, l'environnement du repas, le contexte. Donc, autour de l'assiette elle-même, on peut travailler le design de la table. Bien sûr, choisir les couverts qui soient fonctionnels, mais aussi qui soient fonctionnels en termes de préhension, en termes de manipulation, mais qui apportent aussi un certain style dans le dressage de la table. Les accessoires, on parle des carafes d'eau, on parle des corbeilles à pain, on parle des épices éventuellement, bien sûr les serviettes, les nappes, les sets de table. Donc, toute cette ambiance autour de l'assiette, toute cette ambiance influence l'état d'esprit, les attentes. Donc ça, on l'observe dans la restauration. Il y a beaucoup d'études qui l'ont décrit comme niveau de satisfaction par rapport à un restaurant. On se fait déjà une idée par le design de la salle, hein, donc autour de la table, mais aussi autour de l'ambiance. Et donc, ces éléments-là peuvent aussi être utilisés pour donner plus envie de manger en EHPAD.
Donc, autour de la table, eh bien, ensuite, il y a le mobilier, les espaces. Est-ce qu'on est tous les uns sur les autres ou est-ce qu'on a de la place de se déplacer? Donc, c'est particulièrement important en EHPAD quand on a des personnes qui ont des mobilités réduites. Et donc, il faut combiner les installations des uns et des autres dans cet espace. Et comment faire en sorte que l'espace soit convivial, soit majoritairement dédié dans l'état d'esprit au repas et qu'on voit cette ambiance repas et non pas qu'on voit l'ambiance peut-être médicalisée qui accompagne parfois la salle de restaurant. Donc le son, la musique, je sais que certains d'entre vous utilisent aussi la musique pour donner une certaine ambiance. Ça peut être pour certains jours, ça peut être avant le repas, ça peut être après le repas. Voilà, donc ce sont des éléments qui connotent l'espace et qui peuvent donner envie ou au contraire pas envie en fonction des gens. Donc là, la difficulté, c'est de travailler aussi sur les différences interindividuelles dont on parlait tout à l'heure, puisque certains aiment manger avec la musique, d'autres pas. Donc peut-être dire, expliquer aux résidents que comme on est tous différents, il y a des jours où on donne la parole plutôt à tel groupe ou à tel autre, et puis qu'on fait plaisir plutôt à tel groupe de personnes ou pas, et expliquer aussi qu'on vit tous ensemble et que on doit intégrer les goûts et les couleurs, les préférences de chacun. Donc, bien sûr, les affiches, les rideaux, les murs, la lumière du jour, la lumière artificielle, le fait que la lumière soit suffisante pour voir ce qu'on a dans l'assiette. Donc, tous ces éléments, ce sont des éléments d'ambiance et de plaisir de manger ou de déplaisir, et il faut bien faire attention à ces deux notions. Et alors bien sûr le personnel qui est, comme je l'ai dit en toute introduction, le personnel qui a un rôle majeur dans le déroulé du repas, mais aussi dans la qualité perçue du repas et de la façon dont il va être vécu et potentiellement conduire à vouloir partir le plus vite possible ou au contraire profiter du moment et passer un bon moment et consommer aussi ce qu'il y a dans l'assiette, puisque bien sûr c'est une question majeure. Donc quelques exemples à ce sujet. Donc ici la thèse de sociologie de Laura Guérin réalisée en partenariat avec le groupe ACPPA et le groupe GL Events et les collègues du Centre européen pour la nutrition et la santé. Donc, Laura Guérin a travaillé avec une approche ethnographique sur le plaisir du repas en EHPAD. Et ce qu'elle a montré, c'est que, bien sûr, les équipes médicales, les équipes de service n'apprécie pas, enfin c'est pas toujours facile d'organiser des repas en chambre, mais malgré tout, parfois on peut comprendre qu'on n'a pas toujours envie d'être avec les autres résidents, hein, puisque nous-mêmes on mange pas toujours avec les mêmes personnes, on a une certaine diversité dans nos prises de repas, et le repas partagé qui est le modèle principal n'est pas toujours une motivation pour les résidents. Donc peut-être on peut retenir que manger dans sa chambre, c'est pas toujours un rejet de l'autre et un début de dépression. Ça peut être aussi avoir envie d'être seul certains jours. Et donc là, c'est tout l'enjeu de savoir si c'est un souhait ou si c'est une fuite. Et donc à chacun de suivre cela. Une autre étude que l'on a menée également avec les mêmes partenaires, mais dans une autre démarche. Ici, on a souhaité quantifier la part des interactions sociales en lien avec le statut des nutris. Et donc, on a eu donc sur plusieurs établissements, sur plusieurs EHPAD, on a pu observer 46 résidents et on a créé une grille d'observation pour mesurer les interactions entre résidents et professionnels. Donc, quand le résident s'adresse à un professionnel donc de service, quand c'est le professionnel qui s'adresse au résident, et quelles sont également les interactions de résident à résident en tant qu'émetteur ou en tant que destinataire.
et on a observé, donc ici, il n'y a pas de lien de cause à effet, on ne peut pas dire dans quel sens ça joue, et probablement c'est multifactoriel, mais on a également mesuré les paramètres de dénutrition avec des prélèvements sanguins. Et donc, vous voyez sur cette diapositive que sur la droite du graphe, on a des patients non dénutris et à gauche des patients dénutris. Et sur le graphe, l'histogramme sur la gauche de la diapositive, vous voyez que les patients les résidents non dénutris sont également ceux qui avaient le plus d'interactions sociales avec des résidents ou avec des professionnels. Et on peut voir sur la diapositive suivante, ici, donc ce sont les mêmes diapositives, mais avec d'autres critères. Sur le type d'interaction, on a analysé en tout 1 millier d'interactions, 1500 interactions, et on voit sur le graphe en bas donc le nombre d'interactions avec la quantité d'aliments consommés. Donc on voit également que ceux qui ont le plus d'interactions ont des repas qui sont plus caloriques, et donc on voit 832 calories pour 700, et ensuite on a également analysé le type d'interaction, les interactions qui étaient négatives ou positives, c'est-à-dire positives, c'est celles qui s'enchaînaient dans une sorte de dialogue, on n'avait pas simplement une interaction et ça s'arrêtait, à l'inverse des interactions négatives qui tombent, qui s'arrêtent et qui ne poursuivent pas en dialogue. Donc voilà, c'est un travail qu'il faudrait poursuivre avec plus de résidents, mais ces premiers résultats montrent que la dénutrition et l'interaction sociale vont de pair, et je pense que voilà, on peut essayer d'encourager les interactions et de comprendre aussi pourquoi certaines personnes interagissent moins et peut-être retarder le moment de la dénutrition. Du coup, on a également travaillé sur le contexte avec un aspect plus pratico-pratique. On a fait un projet avec la Direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt en Auvergne-Rhône-Alpes, où on a observé différents services du midi dans des EHPAD du Puy-de-Dôme et en Isère. Et on a fait des observations avec un maître d'hôtel, donc un professionnel du service, pour voir ensemble quelles seraient les préconisations qu'on pourrait proposer pour essayer de travailler sur le contexte dans ces établissements. Donc, je vais vous montrer différentes préconisations qu'on a pu émettre sur tout l'aspect personnel de service. Donc, on a pu voir que le personnel, quand il était en service, avait gardé leur tenue médicale et mettait juste un tablier en plastique par-dessus pour protéger leurs vêtements. Et on se disait que ce serait peut-être intéressant d'essayer de démédicaliser ces tenues de service pour rentrer dans un contexte de restauration, voire de restauration commerciale, plutôt que d'être toujours dans ce contexte médical. De la même manière, au niveau de l'ambiance, certains établissements avaient une ambiance très blanche, assez froide, qui pouvait faire penser également à l'hôpital, à ce milieu médical. Et donc notre préconisation, c'était d'éviter ça, d'apporter un peu plus de chaleur par des couleurs, etc. En termes de meubles, on a pu voir dans certains établissements, notamment sur la photo en haut à droite, que certains avaient une mise en place qui était très linéaire, qui pouvait faire penser à de la restauration scolaire, par exemple. Et donc, toujours dans cette idée de travailler sur le contexte pour avoir plus un côté restaurant commercial, donc en opposition à un restaurant collectif. L'idée de travailler sur cette mise en place des meubles peut être intéressant pour essayer de vraiment avoir ce contexte restaurant. Et au niveau des arts de la table, on a pu voir que certaines mises en place étaient faites très rapidement et comme vous pouvez le voir sur la photo, pas forcément dans les règles des arts de la table. Donc, une préconisation sur le soin porté à cette mise en place.
Et juste une petite diapo de conclusion. Exactement, j'allais vous dire que voilà. Donc, c'est juste pour résumer les éléments que nous avons vus aujourd'hui. Donc, ce qu'on a appelé une triade universelle. Universelle parce qu'elle s'adapte à la situation des repas en EHPAD, mais elle va aussi s'adapter aux collations, elle va s'adapter aussi aux recommandations pour les repas de famille à l'extérieur, voilà, et pour toute la population. Donc, travailler sur l'aliment, les recettes, les portions, la présentation, le contexte, l'environnement, le service, les relations avec les convives et bien sûr, essentiel de répondre au mieux à la diversité des mangeurs en termes de préférence, d'appétit et d'humeur. Ça pour augmenter le plaisir, le bien-être des repas et bien sûr, dans notre cas, la lutte contre la dénutrition. Et le mot de la fin pour Céline. Oui, du coup, merci à tous pour votre attention. On tenait aussi à vous informer qu'on réalise un symposium la semaine prochaine sur des solutions pour la perte sensorielle. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce symposium qui dure de lundi à jeudi prochain, à compter de 2 heures par jour. Merci à tous. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette intervention de qualité qui aura… moi, je suis très heureuse, en fait, d'entendre parler l'Institut Nutrition, la vocation à vraiment participer par le plaisir à améliorer cette santé des mangeurs fragiles que nous nourrissons au quotidien chez Rest Alliance et dans tous les autres EHPAD, parce que vraiment tout le monde est bienvenu ici à cette conférence. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, qu'on observe, et je trouve ça toujours très… apprenant, grandissant, de pouvoir entendre qu'en fait la science nous le prouve. Et donc merci beaucoup pour le partage de ces données. J'avais oublié de préciser que n'hésitez pas, les questions, il y aura 10 minutes de questions-réponses qui seront réservées après l'intervention et le partage et le témoignage d'expérience de la résidence Kersalik, auquel je vais donner maintenant la parole. Donc voilà, n'hésitez pas, toutes les questions, et pour le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse et pour la résidence, voilà, on va garder 10 minutes juste à la fin pour pouvoir les aborder. Et si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai noté plein. Donc l'interaction, c'est pour un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, merci beaucoup Agnès et Céline pour le partage de tous ces travaux. Merci à vous. Alors, peut-être que je vais, comme tout à l'heure, aller moi-même chercher la présentation. Comme ça, on va gagner du temps. Et donc, merci. Je vois, Corinne, vous êtes en place. Vous avez déjà mis votre caméra. À vous la parole pour un petit témoignage de 10-15 minutes sur ce que vous avez pu mettre en place à la résidence Kersalik. Alors, merci toujours d'avoir été invité à témoigner aujourd'hui. Alors, pour nous, c'est un exercice pas si simple que ça. Voilà, donc on va essayer de répondre au mieux à vos demandes. Nous allons illustrer en fait le propos de madame, des dames qui ont exposé avant. Sans le savoir, nous avons été donc fait ces expériences et donc nous allons vous résumer un peu tout ça. Donc, si vous voulez bien passer la diapo suivante. Non, avant, on va peut-être situer où est Guingamp. Je pense qu'on est deux. Vous pouvez le faire et moi aussi. Donc, je le fais. Non, je ne touche à rien, moi. Ah bon, écoutez, parfait. Non, je n'ai rien touché. Donc, effectivement, on a voulu resituer donc Guingamp. Donc, on est en Bretagne. Guingamp qui est surtout connu pour son équipe de foot en avant de Guingamp, mais également évidemment pour la danse bretonne. Donc je voulais redonner ce contexte parce que tout à l'heure, madame a eu propos aussi des recettes de terroir que nous exploitons au quotidien, nous, dans l'EHPAD. Donc on est un EHPAD territorial, donc de 72 habitants, plus 15 en résidence autonomie. On a un GMP donc de 769 et un pathos de 210. Voilà, donc on est bien sur, à l'image de tous les EHPAD du secteur, et puis on est à 75% en gérontopsie. Donc ça, je crois que c'est important de le découvrir.
Donc la genèse du projet, effectivement, c'est en 2013. Moi, j'arrive dans l'établissement. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'on n'est pas un lieu de vie, on est un lieu de soins. Le pouvoir du soignant, aide-soignant, où on parle beaucoup de toilettes, où on parle de gire, où on parle de tout autre, sauf de l'alimentation. On parle voilà. Donc ça m'interpelle. Et puis, c'est surtout qu'on sent un état de mal-être de part des équipes qui a une charge en soins importante. Et on pourrait dire vraiment cette charge qui pèse au quotidien. Donc, il est décidé de faire des formations interservices pour mettre du sens à ce que l'on fait au quotidien. Donc, pourquoi le cuisinier est là? Pourquoi la lingère est là? Pourquoi l'aide-soignant est là? Pourquoi l'infirmier, le médecin, la directrice? Et on arrive à se dire qu'on vit notre vie les uns à côté des autres, mais pas sans savoir vraiment ce que fait les uns par rapport aux autres. Donc, on manque de sens. Pourquoi je lave aujourd'hui? Pourquoi je fais à manger? Pourquoi je rentre dans cette chambre avec cet état, des fois, de lourdeur psychologique? De là, on se rend compte qu'on est, donc en 2015, on écrit nos valeurs communes et surtout, on se dit qu'on est tous des soignants. Alain, quand il prépare ses galettes, donne du plaisir au résident qui est là. Que si la lingère qui dépose le joli pull rouge dans l'armoire, elle est aussi importante que l'aide-soignante qui a fait la toilette du matin ou qui a donné à manger. Là aussi, de nouveaux prismes de vue, on part du potentiel du résident et non pas de sa charge. On se dit qu'est-ce qu'il est encore capable de faire? Comment peut-il nous aider au quotidien? Et de là, on a travaillé avec le chef Alain Cuisine sur les repas de quartier. Et on a créé dans nos couloirs des noms de rues de la ville de Guingamp pour pouvoir, une fois par mois, les inviter dans une salle que nous avions créée avec donc une cuisine mobile. Alain prenait jusqu'à 8 résidents avec une aide-soignante, comme vous pouvez voir sur les photos, et donc créer donc c'était un jeudi par mois, ça s'appelait le repas de quartier, et pendant un an, parce qu'on a eu le droit au poulet cocotte, on est allé chercher les recettes de nos grands-mères, et donc avec Alain, préparait l'entrée, le plat, donc le poulet cocotte, et le dessert. Qu'importe la pathologie du résident, ils faisaient tous quelque chose. Ils mettaient tous la main à la pâte. Et nous avions donc décidé, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de créer une ambiance complètement différente, avec des nappes, avec une décoration un peu différente à chaque repas, des tenues de nos soignants complètement différentes. Et de là, on a vu qu'ils mangeaient mieux, qu'ils prenaient plus de temps, qu'ils ne déambulaient plus, qu'ils étaient à donner des conseils à Alain, qui n'est pas breton, qui est ch'ti. Et donc, Alain a découvert des recettes. Donc, on a donné de l'utilité et de l'importance à nos résidents. Le changement a été total. On s'est rendu compte qu'on ne faisait aucun moulinet dans ces repas de quartier, qu'on coupait effectivement peut-être différemment la viande, mais du coup, tout le monde mangeait. Et il n'y avait pas cette tension qu'il pouvait avoir entre les dépendants et les autonomes. Il y avait plutôt de l'entraide et non pas l'inverse. Là aussi, on s'est rendu compte que, avec Alain ou Bernadette qui animait ces ateliers, ils mangeaient, en fait, ils reproduisaient ce qu'Alain et Bernadette faisaient. Voilà, tu coupes ta viande, je vais couper comme ça aussi. Enfin voilà, on avait une reproduction des gestes. À partir de là, on a travaillé avec l'ensemble des équipes et donc chaque aide-soignant ou AMP ou voilà, qui était au quotidien auprès de nos résidents, ont commencé à manger avec eux. Donc plus de salle de pause et plus de temps de pause à proprement parler pour que nos soignants aillent manger, voilà. Ils mangeaient avec nos résidents et ça a été bien évidemment compté dans leur temps de travail.
Changement donc de prisme, si vous voulez bien revenir en arrière. Excusez-moi. Voilà, en 2016. Et donc, là aussi, l'attitude a complètement changé puisqu'on a commencé à créer, en 2016, des petits restaurants de quartier, puisque comme je vous disais tout à l'heure, on était dans les rues, donc on a commencé à créer des restaurants de quartier. Ça fait du remue, hein, tout ça, parce que les familles, en disant, ils mangent dans les couloirs, c'est quoi cette histoire, ils mangent plus au grand restaurant, c'est n'importe quoi. Enfin, on a eu donc le CVS qui s'est révolté, nous avons discuté, nous avons amené les commandants, les évidences, hein, parce qu'on avait fait quand même beaucoup d'analyses et beaucoup de recherches à ce niveau-là, mais dans leur tête, on créait quelque chose comme si le restaurant là où ils étaient à 87 apportait, c'était le lien social qui pour eux était primordial pour ces familles, alors qu'on montrait bien que le lien social avec un petit groupe était plus important que dans cette grande salle à manger. Il y a eu une inspection ARS, hein, puisque par rapport à ça, on a fait un peu... voilà, on ne correspondait pas, on ne remplissait pas les cases comme il fallait à l'ARS. Donc, on a été obligé de prouver. Et comme quoi, on rentrait dans les clous, qu'on luttait contre la dénutrition, que de ce fait d'avoir des petits restaurants de quartier, les gens revenaient à pied avec les déambulateurs et non plus en fauteuil parce qu'on faisait moins de kilomètres, que je gagnais du temps pour nos soignants qui ne arrêtaient pas de monter et de descendre. Et puis, voilà. Qu'on arrêtait de plaquer nos résidents face à ces fameuses télés dans nos grands halls. Enfin, voilà. Donc là, je suis un peu critique, mais tout ça part du principe que on n'avait pas que le soin corporel au centre de notre préoccupation, on était bien dans la prise en soin globale de nos résidents. Et donc, le fait de changer un des maillons, notamment l'alimentation, nous a obligés à tout changer dans l'organisation. Donc, si vous voulez bien passer à l'autre. Merci. Et donc, création des maisonnées. On avait donc des rues, donc des quartiers. Des quartiers, on a donc commencé à appeler ça des maisonnées, puisque nous avons condamné dans chaque étage un appartement pour créer nos petites salles de restauration dans chaque quartier. Ça fait que nous avons donc aujourd'hui 4 maisonnées qui s'appellent à ce jour des villages, parce que ça a progressé dans la dénomination. Donc, ça veut dire que les personnes, à partir de 2017, avaient le choix de prendre leur repas soit dans leur maison, qui est la chambre, l'appartement, soit dans le restaurant de quartier, soit au restaurant du rez-de-chaussée. À partir de là, on a bien vu le rapport entre les soignants et les résidents qui ont changé. Il y a ce qu'on retrouvait dans le repas de quartier de tout départ, il y avait de l'entraide. Donc, il y a Germaine qui arrivait à mettre les assiettes un peu plus tôt. Il y a Joseph qui coupait le pain. Enfin, je veux dire, il y a plein d'exemples comme cela qui libéraient plus de temps pour nos soignants. Et donc, on a créé depuis 2017 un esprit, je dirais, plutôt de grande famille dans ces maisonnées. Donc, 2018, l'ensemble de l'établissement a été revu, une nouvelle architecture, une nouvelle posture professionnelle, hein, puisque aujourd'hui, nos aides-soignants, nos AMP, nos auxiliaires de vie, on utilise bien l'ensemble de leurs compétences pour travailler auprès de nos habitants, puisque maintenant, on est bien clair, ce sont des habitants. Et puis, ils sont au cœur de l'organisation de l'établissement. Ils se lèvent quand ils veulent, ils mangent quand ils veulent, ils se couchent quand ils veulent. Le soignant n'est là que pour l'accompagnement et non pas dans le côté... il sait quand il commence le matin, mais il ne sait pas ce qu'il va faire de son quotidien. Donc là aussi, un changement architectural de ces appartements qu'on avait... qui étaient salles de test, on a donc créé des salles de restauration avec des mini-cuisines, avec des petits salons. Et puis, on est bien sur quelque chose de très
très familial en fait. Là aussi, on a travaillé avec Maison Gourmande et Responsables à cette époque-là. Et on a donc travaillé sur le circuit court, du bio local, mais aussi du conventionnel. Et donc aujourd'hui, notre viande ne vient vient du secteur, à 30 km autour de l'établissement. Nous avons un maraîcher, nous avons des pâtes bio, nous avons pâtes bio fraîches, nous avons les œufs, la farine. Nous avons le lait qui arrive pasteurisé, mais de l'exploitation à 15 km. Enfin, on essaye d'être au plus près des exploitants et aussi vraiment du circuit très court. Et donc, la finalisation du projet, alors évidemment, on a tous subi la Covid de plein fouet avec cette lourdeur mais en même temps, ça nous a fait une force, c'est-à-dire ça nous a permis de créer notre brasserie qui nous tenait à cœur depuis quelques années, mais on avait projeté de le faire pas avant 2023. Mais là, lorsque on nous a demandé de fermer nos établissements, on s'est dit c'est le moment ou jamais de refaire notre grand restaurant qui ne nous plaisait plus et de se dire on va jusqu'au bout. Donc 2020 a été restructuration de ce grand restaurant impersonnel et donc en la création aujourd'hui de chez au Papy et aux Mamies, qui est donc ouverte maintenant depuis 3 semaines à tout public, mais depuis un peu plus de 1 mois et demi pour nous tous. Donc nous avons donc retravaillé le concept, c'est-à-dire que donc nos résidents, nos habitants, ont donc toujours la possibilité de manger dans leur appartement, dans le restaurant communautaire de leur maisonnée, de leur village, et puis ils ont surtout la possibilité d'aller au restaurant. Donc, qui dit au restaurant, ils doivent réserver au restaurant. Ils doivent s'habiller chic pour aller au restaurant. Seules les Charentaises sont acceptées. De là, ils descendent avec leurs copains, copines, ou ils vont découvrir qui ils vont découvrir au restaurant. Ils vont inviter surtout les aides-soignants, les AMP, enfin leurs accompagnateurs du quotidien. Et puis, ils vont avoir 3 formules, soit donc là, vous pouvez voir un petit peu notre décoration. Non, mais je vous en prie, allez-y. Là, vous voyez notre bar, voilà, les salles. Alors après, ça, c'est les 2 autres choses, mais on en parlera. Donc, si je reviens à la brasserie, ils ont donc 3 formules. L'entrée ou le plat du jour, entrée, plat du jour, dessert, ou plat du jour, dessert. Et puis, on a créé des cartes. Ils ont donc au choix galette saucisse, galette complète, pâte fraîche ou 3 fromages. Enfin, ça change de recette tous les jours. Une pièce du boucher, des moules frites. Alors ça, c'est la carte actuelle, mais change et ça va bientôt changer. Et ça veut dire qu'il y a une interaction, bien évidemment. Alors, le cadre, on l'a voulu chic, rétro, pour leur rappeler aussi tout un ensemble qui est important pour leur redonner des repères. On a donc un aide-soignant qui est aujourd'hui maître du lieu avec une auxiliaire de vie. Donc, il est habillé chic. Les décorations de table sont renouvelées. Il y a des serviettes tissues. Enfin, voilà. Et on est bien sur quelque chose qui vit. Je confirme, il mange nettement mieux. Il mange souvent, de façon... on n'a pas besoin... alors, manger... on les stimule que très peu. Ils ne déambulent plus. Ils restent jusqu'à 2 heures à table. Et ils savent faire leur choix. Ils savent dire ce qu'ils veulent. Et voilà. Donc, une superbe expérience et surtout quelque chose de très fort humainement. Parce que maintenant, nos résidents
L'autre jour, je croisais une dame en disant « Est-ce que j'ai le droit d'inviter les filles au restaurant ?» Je lui dis bah, « Bien sûr, votre famille a le droit de venir. » On m'a dit « Non, non, les filles. » Alors, je dis bah, « Comment ça, les filles ?» Les aides-soignantes, est-ce que je peux les inviter? Alors, je dis « Oui, bien sûr, mais pas tout le monde en même temps. » Elle me dit bah, « Non, 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 justement, j'ai fait mon planning. » Donc, voilà. Et puis, une autre dame qui était un peu en fin de vie et qui, depuis, qui était en glissement, qui n'avait plus envie, voilà. Et son projet maintenant, c'est d'inviter ses anciens voisins de son quartier. Et donc, l'autre jour, la psychologue est venue nous dire, elle s'est encore donné un planning et un programme pour les 6 mois à venir parce qu'elle a beaucoup d'invitations à faire durant l'été. Donc, voilà, notre témoignage. Je veux dire que c'est faisable, les changements. Il faut de l'énergie, il faut avoir de l'envie. Mais aujourd'hui, on est surtout fiers qu'on nous sommes tous des soignants et que ce soit bien évidemment du côté soins corporels, suivi médical et autres, mais également surtout et avant tout la cuisine qui apporte une touche importante à notre quotidien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi j'ai le mauvais rôle, hein. On vous écouterait des heures. Merci et bravo. Je crois que je vais avoir vraiment envie, pour les quelques minutes qui nous restent, de vous transmettre les questions nombreuses qui vous ont été adressées, Corinne, et à votre établissement. Beaucoup de félicitations et puis surtout un miroir, et ça se répond absolument par l'expérience que vous avez mis en place. Tout ce que la science nous apprend, vous le confirmez avec vos différentes initiatives. Alors, il y a une question concernant le tarif d'hébergement. Est-ce qu'il est différent selon où les personnes choisissent de manger et ce qu'ils choisissent de manger? Non, en aucun cas, le tarif est le même. Qu'on mange non, chez soi ou dans le restaurant collectif communautaire ou à la brasserie, c'est exactement la même chose. Ça, on a réussi avec nos chefs, Mathieu qui est à mes côtés, c'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup sur… on fait jusqu'à 5 pesées dans l'année dans notre restaurant communautaire. Et donc, on s'est rendu compte qu'on gaspillait énormément. Donc, on a beaucoup réduit. Moi, j'ai la chance que nos chefs soient allés… Alors, ça, j'ai peut-être omis, mais parce que je ne peux pas dire tout. Nos aides-soignants, on a automatiquement dans nos quartiers, dans nos villages, on a des référents cuisine. Oui. Des personnes de terrain. Donc, ils sont allés en cuisine avec Alain et Mathieu, avec les équipes de cuisine. Et puis, Mathieu et Alain sont allés en tant qu'aides-soignants, je vais dire aides-soignants, sont allés en tant qu'aides-soignants dans les villages. Ils se sont aussi rendus compte des pratiques, des choses qui se faisaient de part et d'autre. Et donc, on a encore réduit ces quantités qui étaient que forme de gaspillage. Et on répond encore beaucoup mieux à leurs demandes, c'est-à-dire que voilà. Et puis nos soignants sont des gens avec beaucoup d'imagination. Donc là, nous on fait de l'intergénération. Donc là, avec le reste du poulet du dimanche midi, ils nous font des panini le soir. Je veux dire. Donc on a réussi à rester dans la fourchette déco. Ouais. Il y a une question très pragmatique concernant l'organisation en cuisine, la distribution du repas. Beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. Et conjointement, est-ce qu'il y a un logiciel de prise de commande de façon à ce que vous puissiez prendre un petit peu la mesure finalement de combien de personnes à peu près, logiciel de commande et organisation, distribution des repas? Alors, nous sommes organisés, comme vous avez bien compris, nous avons des villages et nous avons un bourg. Donc, dans le bourg, nous avons une maîtresse de maison qui, elle, prend toutes les réservations de nos habitants. Donc, ça, c'est le côté, Dans l'organisation, donc, chaque village, vous avez bien compris, a une mini-cuisine. Et donc, il y a des Norvégiennes qui partent pour alimenter nos villages. Voilà, donc avec le chaud et le froid. Ça fait que nos chefs et notre second sont libres à partir de midi et demi, Mathieu 11h30, je mets dans les caissons. Voilà. Et donc, à partir de 11h30, ils sont dédiés à la brasserie. Voilà. En sachant que, bien évidemment, Ronan et Caroline sont à la préparation des entrées, eux. Donc, les responsables de restaurant.
Est-ce que vous avez déjà, alors j'ai bien entendu 5 pesées, vous avez dit en moyenne, est-ce que, du coup, en fait, la démarche, elle s'est faite vraiment graduellement, on a vu les différentes étapes. Est-ce que si on regarde dans le rétroviseur, alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes patients probablement entre 2013 et 2021, mais est-ce que quand même, globalement, on voit au-delà d'un niveau de satisfaction global et d'une ambiance rehaussée, est-ce qu'on voit aussi sur les marqueurs de la dénutrition qu'à l'échelle d'un établissement avec le même niveau de résidents, une diminution du taux de dénutrition, même si effectivement il y a probablement un petit peu de turnover dans les effectifs? Alors, bien évidemment, mais surtout, on avait aussi compris que même si nos chefs faisaient des superbes recettes avec beaucoup de protéines, avec un ensemble d'éléments qu'on avait bien pris en considération, si on ne met pas l'homme debout et si on ne le fait pas remarcher un quelque peu, ou moins, du moins, à faire quelques exercices dans son lit, ça ne sert à rien de les suralimenter. Enfin, ça ne métabolise pas, oui. Voilà, donc derrière, on s'est dit comment on fait. Enfin, ça ne sert à rien de gaspiller cet argent et de mettre de l'énergie de nos chefs pour rien. Donc là aussi, repenser cette... c'est vrai qu'on était tous... on met les personnes dans les fauteuils, il faut gagner du temps, il faut les descendre au restaurant, il ne faut pas leur donner... Enfin voilà, on est tous... on était dans cette logique-là aussi. Hein, je veux dire, si on n'avait pas retravaillé de façon très intense notre projet global, on était aussi là-dedans. Aujourd'hui, on essaye un maximum qu'ils fassent des exercices. Donc derrière, oui, on a moins de dénutrition. Il faut toujours rester très vigilant. À la différence, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'on mange beaucoup dans nos villages, nos soignants, nos aides-soignants qui sont au cœur de l'accompagnement, vont savoir ce que nos habitants aiment le plus, l'appétence au goût, et surtout, ce que je dirais, ça a été jusqu'à la granulosité du fromage blanc par rapport à des personnes qui avaient du mal à déglutir. Nous faisons aussi appel beaucoup plus à une diététicienne, mais également à une orthophoniste pour savoir si vraiment il faut du moulinet, pas du moulinet. Est-ce que c'est pas plus facile pour l'aide-soignant de donner du moulinet? Les équipes aussi de cuisine ont travaillé sur le manger-main avec des gâteaux hyper protéinés. Enfin voilà. Là, vraiment, il y a un projet d'établissement global, c'est ce que vous voulez dire. Et ça a commencé dès 2016 avec le fait de dire on est tous soignants. Et on est tous soignants. Alors du coup, je vais peut-être, merci beaucoup pour vos réponses, merci pour votre témoignage. Et puis, je voudrais peut-être finir par une dernière question plutôt en direction de nos interlocuteurs et de nos intervenants du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Moi, je suis hyper heureuse des messages qui sont partagés ici, bien évidemment, dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de dézoomer sur le contenu de l'assiette pour s'intéresser vraiment à toutes les autres dimensions. C'est vraiment le leitmotiv de l'Institut Nutrition. Vous avez parlé tout à l'heure, Agnès, Céline, d'enrichir, d'avoir des aliments et des plats dont la saveur est rehaussée avec du sel, des huiles, etc. Est-ce que c'est de l'enrichissement, entre guillemets, en saveur naturelle ou est-ce que, forcément, si on fait déguster un plat sans sel, sans rien, versus un plat qui est bien assaisonné, forcément, il va y avoir une palatabilité et du coup une satisfaction sensorielle supérieure. Donc, juste pour revenir un petit peu sur est-ce que c'était des arômes, des saveurs qui étaient vraiment naturelles et puis dans quel contexte peut-être ça a été réalisé. Oui, alors on a fait plusieurs projets. Donc là, j'ai montré des résultats en EHPAD, mais on travaille également dans le secteur de la cancérologie, par exemple. Donc, je dirais que la qualité des ingrédients va dépendre du chef, de l'établissement, de l'approche générale, de la mise au point de la recette. Il faut que... Alors nous, à l'Institut Paul Bocuse, on travaille uniquement avec des épices et des ingrédients frais. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions possibles. On voit bien, les crèmes dessert industrielles, par exemple, sont souvent renforcées avec des arômes naturels. C'est pas spécialement mauvais, ni pour la santé, ni pour le goût. Je dirais que après certains ingrédients peuvent être moins appréciés. Donc il y a toujours la question de plaire au plus grand nombre. Donc
voilà, il y a des exhausteurs de saveurs, la complémentarité avec des produits riches en saveurs umami qui vont exhauster les arômes. Voilà, ça peut être avec de la poudre de champignons, ça peut être voilà, il y a beaucoup de solutions. Je dirais qu'il n'y a pas de règle, et je pense que chaque chef de cuisine voilà, a l'habitude d'utiliser sa gamme d'ingrédients, et simplement il faut penser à cette stimulation sensorielle en fait. Tout à fait. Voilà, je pense que les experts en cuisine connaissent bien leurs ingrédients, et tout est possible. Oui, mais je pense effectivement quand même que ça demande, je trouve, et vous l'illustrez avec vos propos chacun, et j'en arrêterai là pour respecter quand même le timing, sans doute de la formation des personnes, de l'ensemble des personnes intervenantes sur la chaîne alimentaire, au bénéfice toujours du mangeur fragile. Et je pense qu'on peut tous repartir avec l'idée que le combat et la lutte contre la dénutrition se joue pas seulement dans le contenu de l'assiette, mais bien dans l'ensemble des paramètres que le plaisir de manger, que la notion de choix pour vraiment coller à l'envie du jour de la personne de manger plutôt seule, plutôt avec des amis, plutôt avec un petit groupe, est vraiment déterminante et permettra de faire reculer la dénutrition et pas seulement le taux de protéines dans les assiettes, qui est plutôt maîtrisé par ailleurs, mais on voit que c'est pas suffisant. Et évidemment que l'invitation et le témoignage encore une fois de la résidence Kersalik invite à ce que ces sujets-là soient portés au plus haut niveau, de façon à avoir de la transversalité et à mettre en musique effectivement des orthophonistes, des kinés, des personnels de service et bien sûr le personnel en cuisine. Et c'est tout à fait en même temps, ça semble être plein de bon sens, et en même temps, je trouve ça super que vous ayez pu aussi partager les difficultés avec les familles, l'audit de l'ARS. Ça invite aussi à se dire que c'est pas un chemin qui est peut-être le plus facile, mais j'ai l'impression que vous avez l'air d'être bien heureux, et probablement autant que vos résidents à la résidence Kersalik. Donc, je pense que c'est un chemin qui vaut le coup. Oui, tout à fait. Mais la récompense a été la visite de l'ARS hier, et que nous sommes aujourd'hui un laboratoire par rapport à reconnu, au moins pour cette thématique. Eh bien, formidable. Un grand bravo à toutes vos équipes. Un grand merci à Silver Fourchette d'avoir permis votre intervention, et en particulier à Caroline Garlati et Gabrielle Cauchy. Merci à chacun de vous intervenants, Céline Patois et Agnès Giboro pour le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, et Corinne Antoine Guillaume pour la résidence Kersalik, accompagnée de son seconde cuisine. Merci infiniment à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Le replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de l'Institut Nutrition. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le 23 novembre prochain pour les prochaines rencontres de l'Institut Nutrition. Suivez notre newsletter pour en savoir plus concernant les inscriptions. Et en tout cas, merci d'avoir été nombreux à vous connecter. Merci pour vos questions et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.